collectif de patients et de familles. Je suis également patiente ressource, je travaille pour Action Cancer Ontario et j'aimerais à présent vous souhaiter la bienvenue à cette séance. J'espère que vous obtiendrez des renseignements qui vous aideront à renforcer vos conseils consultatifs de patients et de familles. Et pour tous les patients et proches ressources présents dans la pièce, j'espère que cela vous incitera à continuer votre participation. Cette conférence est unique en ce sens que pour ses volets sur l'expérience du patient, eh bien, ce sont les patients et les membres de la famille qui ont conçu conjointement la séance, et ce qui montre bien qu'on estime véritablement la participation des patients dans le cadre de ce contexte, dans le cadre de ces ateliers. C'est donc une aventure toute nouvelle pour nous. Nous avons d'excellentes conférencières à vous présenter aujourd'hui qui partageront leur cheminement sur le plan d'élaboration, du renforcement des conseils consultatifs et des communautés de patients et de familles. Suite à chacune des interventions, vous aurez l'occasion, à la toute fin, de poser des questions. Le Conseil de la qualité de l'Ontario, Conseil de la qualité de la santé de l'Ontario, voulait que je signale que pour ceux d'entre vous qui avaient raté la communication de la Dr Martin ce matin, elle sera archivée sur le site web. Vous pourrez donc entendre sa communication plus tard. Alors, notre première conférencière est Laura Tenhagen de Sault-Sainte-Marie. Laura est coordonnatrice du Conseil consultatif des patients et des familles à l'hôpital de Sault-Sainte-Marie et elle travaille dans le domaine de l'éducation et de la santé depuis une décennie. Elle a joué un rôle important sur le plan de la mise en œuvre du tout premier projet pilote de Conseil consultatif patient-famille à Sault-Sainte-Marie dans le cadre d'un programme de cancérologie. Ce projet pilote a mené à la mise en œuvre d'un conseil à l'échelle organisationnelle qui est co-présidé par un patient, de pair avec le PDG. Laura se passionne pour l'amélioration de l'expérience du patient. Alors, veuillez vous joindre à moi pour accueillir Laura. Bonjour et merci de m'avoir si gentiment présenté. Je voulais ce matin vous parler de la création de la culture centrée sur le patient et sa famille dans un milieu hospitalier. Alors, nous avons quelques objectifs d'apprentissage. D'abord, j'espère que vous apprendrez des mécanismes et des modèles sur les moyens de faire participer les patients et les familles aux équipes de soins et que vous investiguerez des stratégies pour appliquer les connaissances afin de véritablement créer des partenariats de soins. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas la région, notre hôpital se trouve à Sault-Sainte-Marie, 1 heure de vol de Toronto ou environ 7 heures de route de Toronto. L'hôpital offre des services à un territoire de 150 000 personnes, à 229 lits et un budget annuel de 225 millions de dollars. À notre hôpital, on est engagé envers nos patients ressources. Très tôt, on a partagé cet engagement au sein de l'organisation. Ainsi, la participation des patients ressources est encouragée pour toutes les initiatives existantes et nouvelles. On demande aux patients ressources de fournir des suggestions pour améliorer les soins. Les besoins des patients et de leurs familles sont intégrés à la planification et à la prise de décision. Lorsque nous avons commencé notre travail, il y a environ 3 ans, on a parlé à d'autres parties prenantes de leurs enseignements lorsqu'il a été question de mettre en œuvre un conseil des patients et de leurs familles. On a examiné divers modèles établis et on a choisi d'adapter le modèle d'Action Cancer Ontario. La trousse d'outils se concentre sur les phases de la planification, du recrutement, de l'orientation, de la facilitation, de l'évaluation et de la reconnaissance. Les autres encadrés vous montrent certains des outils particuliers dont on s'est servi à chacune des phases, comme des dépliants lors du recrutement, jusqu'au manuel, au mandat, aux notes de briefing, ainsi qu'aux certificats. Apprendre
de l'expérience des autres et adapter le modèle aux besoins de son organisation et à la communauté est véritablement une approche utile. Dans notre hôpital, nous avons 2 conseils consultatifs des patients et de leurs familles qui représentent le travail de 20 patients ressources qui travaillent partout au sein de l'organisation. Nous avons un conseil consultatif à l'échelle organisationnelle qui représente la perspective globale et la voix des patients et de leurs familles. Nous avons aussi ce même type de conseil au sein du programme d'oncologie qui représente la voix du programme. Nous nous servons aussi d'un 3e niveau de participation au sein de l'organisation grâce à un pool de patients ressources à des fins de consultation ponctuelles. Le groupe généralisé représente un engagement de la part de la haute direction et de tous les niveaux organisationnels. Le conseil est constitué de 9 personnes dont les antécédents sont différents. Toxicomanie, gériatrie, problèmes rénaux, insuffisance cardiaque et ainsi de suite. Du point de vue du personnel, ce conseil est coprésidé par le PDG et les participants mensuels comprennent le directeur médical ainsi que tous les VP. À ce jour, le conseil est attaché d'éclairer des décisions importantes dont le façonnement des soins, l'agrément, les plans de qualité et le plan stratégique. Nos patients ressources ont examiné notre plan stratégique très tôt dans le cadre de leur participation. Notre engagement vers les patients ressources se retrouve sous le volet soins exceptionnels, c'est-à-dire que sous ce volet, on veut créer une culture de soins centrés sur le patient, ce qui signifie faire participer les patients aux décisions clés, veiller à ce que les patients et leurs familles aient accès à des informations en temps voulu et qu'on réponde à leurs questions. Également, voir les patients et leurs familles comme des membres de l'équipe de soins. Un patient ressource a dit au sujet du plan stratégique, le plan tient compte des suggestions du conseil consultatif et tout me paraît extraordinaire. C'est très encourageant que l'administration soit si réceptive aux suggestions du conseil consultatif. J'ai l'impression que les patients peuvent ainsi contribuer à améliorer les soins. Présenter notre travail de manière si visible est un véritable point de départ pour le Conseil. Dans le cadre de notre planification stratégique, nous avons aussi élaboré une vision 2020 du point de vue du patient. La description de 2020 est une combinaison de toute la rétroaction des patients et des familles dans le processus de planification stratégique et la vision de l'avenir sous l'angle des patients. On dit « Ma vision pour 2020 est à l'effet que la région de l'hôpital de Sceaux sera conviviale. On me demandera « Comment puis-je vous aider ?» On me verra comme une personne et non un diagnostic. Le personnel sera passionné par les soins. Il appréciera son rôle et il sera fier du travail de l'hôpital. Le système de soins de santé d'Algoma est un seul système. Lorsque je m'adresse à divers services de l'hôpital ou de l'hôpital à la maison ou ailleurs dans la collectivité, la transition se fait sans anicroche. Mes prestataires de soins de santé obtiennent des renseignements à jour à mon sujet au moment voulu. Je recevrai les soins de meilleure qualité possible et je n'aurai à aller dans d'autres villes que si c'est dans mon intérêt. Tant que possible, je recevrai les soins dont j'ai besoin à domicile ou ailleurs dans la collectivité, plutôt que de toujours me rendre à l'hôpital. Je peux toujours obtenir les renseignements qu'il me faut, on répond toujours à mes questions, et j'ai voix au chapitre lorsqu'il est question de mes soins. Les gens de l'hôpital respectent mes volontés et nous prenons des décisions sur mon traitement ensemble. Le conseil au niveau programme est différent. Chacun des membres du conseil a une expérience directe du programme d'oncologie et peut envisager des améliorations et des gains rapidement. Ils sont donc épaulés par des dirigeants. Jusqu'à présent, ils ont élaboré un cartable pour chaque maladie, un calendrier sur les survivants pour assurer un bon financement, des vidéos présentées à quoi on peut s'attendre lorsqu'on est accepté au programme de cancérologie, ainsi
un cahier d'informations sur les conséquences de la chimiothérapie. Par ailleurs, nous avons aussi un pool de patients ressources qui nous permet de faire appel à des patients pour divers projets. Des demandes me sont acheminées et ensuite, on choisit des patients ou des membres des familles pour travailler à des groupes de travail ou autres. Par exemple, ils ont travaillé au choix des gagnants d'un prix annuel. Ils ont choisi également certains membres du conseil d'administration. Ils ont participé au jury d'embauche, à la planification de l'élaboration de 2 nouvelles cliniques et ainsi de suite. Depuis le mois d'octobre 2014, nous avons eu plus de 20 demandes pour la participation d'un patient ponctuel. Ceci est une approche très utile tandis qu'on essaie d'élaborer une plus grande culture de soins centrés sur le patient et sa famille. On peut ajouter des membres au pool aux besoins. Par exemple, si on a besoin d'une expérience particulière. Et on peut ainsi alimenter les groupes de travail. Enfin, il est important d'évoquer un dernier niveau de participation, la représentation provinciale. À l'heure actuelle, nous avons un patient ressource qui siège à un conseil consultatif d'Action Cancer Ontario et plus récemment, un de nos patients ressources a participé à une table consultative du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Cette table examine les soins communautaires. Il est important pour nous d'être représentés au niveau provincial lorsqu'il est possible de participer. Depuis 3 ans, nous avons appris de nos patients ressources et nous nous sommes adaptés pour apporter des améliorations. Par exemple, on a trouvé que les conseils consultatifs peuvent faire des gains rapides, tandis que le conseil consultatif global est plus lent. Quoi qu'il en soit, il est important pour nous de veiller à ce que, quel que soit le niveau au travail, le patient, qu'il se sente épanoui, satisfait et reconnu pour sa contribution. Voici certains des visages de nos patients ressources qui travaillent à divers niveaux de l'organisation. C'est une priorité pour nous de partager les efforts de nos patients ressources grâce à notre site web, notre bulletin, des écrans numériques et grâce aux médias locaux. Nous consacrons beaucoup d'efforts à l'évaluation de nos patients ressources. On le fait par l'entremise de différents moyens, entre autres des indicateurs de réussite, l'évaluation des rencontres mensuelles, des rapports trimestriels, rapports annuels, témoignages et enquêtes en fin d'année. Jusqu'à présent, la rétroaction est extrêmement positive. Pour l'avenir, on espère faire fond sur cette excellente fondation, car ça ne fait que 2 à 3 ans qu'on a commencé. On espère mettre en œuvre 2 nouveaux programmes, entre autres au sein des urgences dès cet automne, on l'espère, et un au sein du programme RINAL, on l'espère, au printemps prochain, avant de s'attaquer à la toxicomanie et à la santé mentale. On espère que chaque élément de l'organisation envisageront de faire appel à un patient ressource de manière ponctuelle et qui feront partie éventuellement des comités permanents. Ce que l'on souhaite, c'est que notre environnement soit un où les patients participent à toutes les grandes décisions. Voici certains des témoignages que nous avons reçus de nos patients ressources à ce jour. J'ai aussi inclus mon adresse électronique si jamais vous voulez communiquer avec moi pour obtenir davantage de renseignements sur ce qu'on fait à Sault-Sainte-Marie. Merci, Laura. Notre prochaine conférencière est Esther Green. Elle est dirigeante de la perspective du patient au partenariat canadien contre le cancer et je présenterai de pair avec elle. Elle est co-chercheure en mentorat, en pratique avancée en soins infirmiers, en participation du patient et en expérience du patient. Elle a publié un grand nombre d'articles dans des journaux scientifiques et dans des manuels scolaires. Moi, elle a été ma partenaire pendant de longues années à Action Cancer Ontario, tandis que nous co-présidions le Conseil consultatif des patients et de la famille dès 2011. Esther et moi allons présenter aujourd'hui ensemble comme on le faisait à l'époque. Alors, veuillez vous joindre à moi pour accueillir Esther. Thanks, Joanne. I just want to acknowledge that... Merci, Joanne. Laura, je veux vous féliciter pour votre exposé, car vous avez jeté les bases, vous avez donné d'excellents exemples. Ce que Joanne et moi allons
présenté, c'est un niveau un peu plus global. Mais vous avez très bien présenté ce qui se fait sur le terrain à Sault-Sainte-Marie et je souhaite vous féliciter pour votre excellent travail. Donc, comme je le disais, voici ma partenaire, Joanne McPhail, qui m'a présentée. Alors, je vais la présenter à mon tour. Elle était et continue d'être présidente de notre conseil consultatif des patients et des familles à Action Cancer Ontario. Vous demandez peut-être pourquoi c'est moi qui fais cet exposé avec un logo qui dit un partenariat canadien contre le cancer. Eh bien, c'est parce que j'ai quitté Action Cancer Ontario à la fin janvier pour accepter un nouveau rôle dans cette organisation pan-canadienne appelée Partenariat canadien contre le cancer. Alors, ce que nous faisons, c'est d'imiter un peu le travail qu'Action Cancer Ontario a fait en créant des patients ressources et proches ressources. Ce que Joanne et moi voulons faire, c'est de partager les conditions gagnantes de la création au sein de toute organisation d'un conseil consultatif de patients et de familles. Donc, quels sont ces domaines qu'il faut envisager tandis qu'on se propose de créer ce genre de conseil? Alors, les 3 domaines qu'on abordera seront d'abord la vision. Qu'est-ce qu'un leadership visionnaire? Vous avez beaucoup entendu parler de la part de Joshua Tapper et Dr. Martin de leadership, de création de cette vision. Mais la vision n'est utile que si on peut la mettre en œuvre. Le deuxième élément concerne le renforcement des données probantes. Daniel Martin a parlé de données probantes, de l'application des données probantes dans la pratique. Et le troisième domaine concerne la participation effective et significative. Et de nouveau, je souhaite féliciter à ma prédécesseure car il me semble qu'à Sault-Sainte-Marie, on constate bien que les patients travaillent de manière concrète à l'amélioration des soins. Ce n'est pas du symbolisme. Alors, l'élément le plus important, selon Karen Luxford et d'autres, est de créer un conseil consultatif de patients et de famille fort grâce à des dirigeants engagés. Donc, pour avoir un conseil consultatif véritablement engagé, il faut d'abord avoir l'engagement de la haute direction. Et cela doit ruisseler tout au sein de l'organisation, dont le conseil d'administration, si vous avez un conseil d'administration évidemment dans votre organisation. Cela doit être un leadership partagé avec la même vision en vue du changement. C'est comme passer de 2 patients à 4 patients à un ensemble de patients partenaires. Le personnel et les patients travailleront ensemble dans un environnement très différent. Faire participer les patients et leurs familles au début du travail afin d'élaborer un bon partenariat, c'est la clé. On veut créer un véritable partenariat. Ils vont apprendre de nous et nous, on apprendra d'eux. Et nous travaillerons ensemble. Et c'est la clé. Pour arriver au changement nécessaire, pour que les patients et leurs familles soient au centre de chacune de nos activités. Lorsqu'on parle de leaders, on ne parle pas simplement de dirigeants, de gestionnaires. On parle de ceux qui ont une vision et qui sont des agents du changement. Donc, tout le monde au sein de l'organisation peut porter ce titre, tout comme les patients ressources et proches ressources. Ce sont aussi des leaders. Nous sommes tous des leaders. Ensemble, comme partenaires, nous pouvons réaliser le changement souhaité afin que le système de santé soit le meilleur en Ontario et le meilleur dans le monde. Alors, comment y parvenir? Il y a 7 facteurs d'organisation centrés sur le patient et sa famille qui doivent être envisagés. D'abord, de veiller à ce que la haute direction soit véritablement engagée à créer cette communauté de patients ressources. La haute direction doit comprendre ce dont les patients ont besoin pour véritablement participer, le niveau de participation requis et à quel moment du travail les patients et leurs proches doivent participer. Deuxièmement, et ceci est très important, il faut une communication claire et constante à tous les membres de l'organisation. L'orientation du personnel, de sorte qu'ils se sentent à l'aise de faire participer les patients et les proches. Une bonne communication
quant au conseil que l'on cherche. Comment le personnel communiquera avec le patient et les proches par la suite, afin que les patients et les familles soient informés de l'utilité de leur rétroaction, comment leur voix a été intégrée au changement. Troisièmement, d'encourager, de soutenir la participation des patients et des proches à tous les niveaux. J'ai moi-même participé à un panel d'embauche pour un haut dirigeant. On a intégré un grand nombre de patients pour l'embauche de ce haut dirigeant, grâce à la publication d'un livre à ce sujet publié par Action Cancer Ontario. Lorsque je l'ai lu, j'étais véritablement émue, car le document était véritablement la voix du patient et on s'en sert pour la communication stratégique, la planification stratégique de tous les centres de cancérologie de l'Ontario. Et de voir la voix du patient intégrée au document, cela était véritablement émouvant. Nous avons participé à toutes les étapes de l'élaboration de ce document. On peut participer à des groupes de travail, à des initiatives. Il ne s'agit pas de s'asseoir sur ses lauriers et de se dire « Bon, comment pourrait-on faire participer un patient dans ce contexte ?» Non, il faut tout de suite faire appel à leur service. Vous serez étonné de voir quelles contributions les patients et leurs proches pourront apporter. Et on peut participer à des groupes de discussion aussi. Et ce ne sont que quelques exemples de forums, de tribunes dans lesquels on peut intégrer des patients et des proches. Quatrièmement, il s'agit de créer un environnement de soutien pour tout le personnel. C'est-à-dire qu'il faut épauler le personnel, les aider à encadrer les patients ressources. Le personnel doit savoir que 3 ou 4 patients participeront à un groupe de travail, donc il est important de pouvoir les orienter à l'avenir. Et le personnel doit pouvoir à tour orienter les patients ressources, les proches ressources, expliquer quel genre de conseils on cherche. Le personnel doit être épaulé. Je sais qu'à Action Cancer Ontario, au départ, on était un petit peu déçus de voir à quel point le personnel était peu épaulé. Une membre du personnel m'a même signalé qu'elle était un peu dépourvue devant autant de participation du patient au sein d'un même groupe de travail. Alors, il faut du soutien du côté du personnel et du côté des patients ressources afin d'assurer un bon déroulement de leurs activités. Ils doivent apprendre comment écouter les récits des patients. Vous savez, les récits des patients sont le miroir de l'expérience. Donc, il faut activement écouter ces histoires pour en tirer des leçons afin d'éclairer le travail et les soins. Cinquièmement, des méthodes de mesure et d'évaluation systématique. Il est très important d'évaluer la participation. Le personnel reçoit-il les conseils dont il a besoin pour faire évoluer son travail? S'agit-il d'un partenariat sur le plan de l'élaboration du travail? Les patients ressources et les proches ressources ont-ils l'impression de véritablement participer de manière concrète? Ou s'agit-il de symbolisme? Il faut obtenir la rétroaction de tous les niveaux de personnel et des patients et de leurs familles. Et il faut créer une méthode de collecte de données afin de véritablement évaluer et mesurer le travail. Et il faut communiquer les résultats à tout le monde. C'est essentiel. 6. Se concentrer sur la qualité. Une bonne communauté de patients ressources nécessite un fort leadership. Il faut jeter les bases d'un bon partenariat fondé sur l'amélioration de la qualité visant à proposer des soins qui soient centrés sur la personne. Et enfin, les facteurs habilitants de technologie. Vous avez besoin d'un bon système technologique également, surtout pour les rencontres. Il s'agit de veiller à ce que les rencontres fonctionnent bien, qu'il y ait beaucoup d'interactions et que l'on puisse visionner, par exemple, des diapositives. Et ce système doit être fiable. Si le système n'est pas fiable, ce sera inutile. Nous allons donc passer à quelques autres éléments. D'abord, il s'agit de bien comprendre la situation de votre organisation
avant d'envisager même la mise en place d'un conseil consultatif. Quels sont les champions de votre organisation qui travaillera avec vous? Vous ne pouvez pas le faire seul. Un peu plus tôt, on l'a vu lors des plénières, si on fait cavalier seul, on n'arrive à rien. Il faut une équipe tout entière pour apporter ce genre de changement. On a beaucoup parlé de ce qu'était la participation efficace, comprendre du point de vue de la personne ce qui doit changer, comprendre son récit, son expérience. Il s'agit de penser à des moyens par lesquels on pourra publiciser. D'ailleurs, je rappelle que Laura nous a dit qu'elle communiquait grâce à un bulletin d'information, des écrans numériques, des médias et ainsi de suite. C'est important de communiquer. Et il s'agit aussi de surveiller pour pouvoir corriger le tir au fil du temps. Alors, en ce qui nous concerne, il est important à présent de travailler avec les chercheurs afin de véritablement comprendre les facteurs d'une bonne participation du patient et de sa famille, d'une participation efficace. Comment s'assurer que les conseils consultatifs soient centrés sur la personne. Et je vous rappelle que on envisage de changer le titre de ces conseils afin de les appeler conseils consultatifs de personnes, car les patients sont bien des personnes avant d'être des patients. Et il faut également assister à des conférences comme celle-ci. Je souhaite conclure, car je sais que j'ai très peu de temps, mais je vous laisserai avec ces quelques propos. D'abord, il faut mesurer, 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 et ne jamais arrêter de mesurer. D'ailleurs, Action Cancer Ontario, l'année dernière, a produit toutes les évaluations qui ont été faites jusqu'à présent, leur efficacité jusqu'à présent, là où on pourrait améliorer certains éléments. Et cela doit faire partie des messages qu'il faut communiquer non seulement à la haute direction, mais à Agrément Canada, aux membres du public, afin que tout le monde comprenne ce dont il est question, à quel point c'est important, à quel point c'est fonctionnel et ce qu'il faut faire pour changer le système. Merci au nom de moi-même et de Joanne. Alors maintenant, je remets mon chapeau d'animatrice. Maintenant, nous entendrons Jill Adolphi et Sydney Graham de Care to Collaborate. Jill et Sydney sont des conseillères en matière de conseil aux patients et aux familles. Elles ont plus de 20 ans d'expérience au niveau personnel et professionnel. Étant donné leur connaissance et leur expertise dans le domaine de l'expérience des patients, ils agissent comme conseillères auprès des hôpitaux, des universités, des gouvernements et des soignants naturels. Elles ont beaucoup d'expérience sur des conseils consultatifs et elles ont complètement restructuré le conseil consultatif de l'hôpital Sick Children, qu'elles ont complètement restructuré, accueillant Jill et Sydney. Merci, Joanne. Merci de nous avoir si gentiment présenté et merci de nous avoir invités à discuter de cette question si importante. Je peux vous dire que nous avons de la passion pour ces conseils consultatifs parce que nous avons vu comment ça peut transformer la vie des patients et des familles. Alors, on va vous expliquer comment on peut créer un conseil consultatif qui réussit et qui dure. Voici les valeurs et les pratiques de fond de cette pratique. Ça redéfinit les relations entre les patients, les familles et les professionnels de la santé. Il faut travailler ensemble, en partenariat. Vous avez déjà entendu ce mot-là, mais c'est un élément critique de ces soins axés sur les patients et les familles. Et on cherche à créer une culture d'excellence. Il faut imbriquer ces principes au niveau macro et au niveau micro, c'est-à-dire au niveau des initiatives en matière de conseil consultatif. Bon, alors, regardons les étapes essentielles au succès. Nous avons fait une ventilation des étapes qu'on peut suivre lorsqu'on crée un conseil. Si on veut créer un conseil consultatif qui réussit, il faut être capable de intégrer les perspectives et l'expertise des patients et des familles et du personnel, mais il faut aussi agir et mettre en œuvre cette expertise et ces connaissances partagées. Les patients et les familles ont l'expertise de leur voyage, de leur expérience, et le personnel dispose d'une expertise liée au système comme tel. Alors,
nous suivons un processus par étapes, mais et cela vous permettra de réussir et de ne pas rencontrer d'obstacles. Tout d'abord, il y a le recrutement. Laura en a parlé, on peut utiliser des affiches, des dépliants. Il faut attirer les gens et leur faire savoir qu'on est en train de mettre en place ce conseil consultatif. Il s'agit aussi d'interviewer les gens. Nous attirons les patients, les familles et le personnel au conseil parce qu'il faut tous ces gens-là siégeant au conseil. On vérifie les antécédents et il y a des lettres d'engagement aussi. Lorsqu'on regarde la composition du conseil, tout d'abord, c'est composé de patients, de familles, de soignants et de personnel. En ce qui concerne le ratio personnel-patient, le mieux, c'est d'avoir un bon équilibre parce que ça reflète un partenariat et ça permet de mettre toutes les idées sur la table. Tout d'abord, ensuite, il y a la diversité. Ça doit refléter la communauté des patients et des familles desservies. Et il faut une diversité au niveau du sexe, des compétences et des antécédents culturels. De la même façon, ce que nous avons constaté, c'est que c'est bien d'avoir des coprésidents, un coprésident représentant famille et patient et l'autre qui représente le personnel. La documentation, les règlements, les mandats, la mission, l'énoncé de mission. Le groupe, dans son ensemble, déterminera l'énoncé de mission ensemble. Ils doivent déterminer de quoi il s'agit ensemble. Et la documentation permet de formaliser le conseil et le rendre plus rigoureux. La fréquence des réunions, les procès-verbaux, la relève, la période de probation, les budgets, et ainsi de suite. La rémunération, c'est important aussi. Il faut reconnaître la contribution des gens. Par exemple, le stationnement, des repas, la garde des enfants, tout cela fait partie de la rémunération. La formation et l'accueil, c'est important pour les membres, pour pouvoir enseigner la philosophie, il faut miser sur les compétences en matière d'histoire, d'être capable de raconter son histoire. Les coprésidents doivent savoir comment fixer des objectifs, comment créer un ordre du jour et créer des objectifs à court et à long terme. Tout cela dépend de la taille de votre conseil. Lorsqu'il y a un petit conseil, il faut que ça reste petit et simple. Mais dans de grandes organisations, ce serait peut-être bien d'avoir des conseils au niveau de l'organisation comme telle et au niveau des différents services. Maintenant, je voudrais aller encore une étape plus loin et rentrer dans le détail. C'est très axé sur le patient, c'est axé sur les apprenants. Il faut aller un pas plus loin. Si vous voulez créer un conseil consultatif, et c'est essentiel, il faut bien le faire. Et il faut le faire correctement dès le départ. Donc, et ainsi, on enseigne aux conseillers que vous avez des compétences supplémentaires, une connaissance plus approfondie. Eux, mettre l'accent sur leur propre cheminement, mais vous pouvez leur enseigner ce que ça veut dire les soins axés sur le patient, ce que ça veut dire dans tout l'hôpital. Il faut qu'ils siègent sur plusieurs comités. C'est difficile d'être un patient qui siège à un comité et qui a le cran de s'exprimer, mais vous pouvez leur donner des connaissances. Vous pouvez leur dire votre expertise nous intéresse. Vous êtes là parce que on a besoin de vous. On peut leur enseigner comment raconter leur propre histoire et mettre l'accent sur des points qui peuvent être bénéfiques pour plusieurs services et plusieurs domaines. S'il y a des patients qui ont besoin de soutien, les meilleures personnes pour les soutenir, ce sont des gens qui ont déjà vécu ces mêmes expériences, mais qui ont des compétences plus approfondies.
Il y a des familles qui arrivent à l'hôpital pour la première fois, qui ne savent pas ce qu'elles peuvent demander. Et s'il y a une famille qui aide ces familles-là, qui a déjà vécu 10 chirurgies, cette famille peut dire aux autres familles, voici ce que nous avons appris. Au niveau de la sensibilisation, c'est important. Nous sommes là pour sensibiliser les fournisseurs au cheminement d'un patient. De notre côté, pas de leur côté. Leur enseigner comment créer des partenariats efficaces avec les familles afin d'améliorer la qualité des soins. Parce que il y a des membres du personnel qui siègent au conseil consultatif aussi. Et ces membres du personnel doivent recevoir une formation aussi. Disent que ce n'est pas important, mais c'est important pour moi. À ce moment-là, c'est important. Et le réseautage, c'est très important. Il faut partager les connaissances ensemble. Sans une participation des familles, des patients durables, tous les aspects des politiques, du développement des programmes et de l'évaluation, le système connaîtra un échec et ne répondra pas aux vrais besoins et aux préoccupations des gens. Il est important de faire une promotion du partenariat et vous savez, voici à quoi ça ressemble en temps réel. Quand je suis à l'hôpital avec mon fils, je suis là pour une intervention chirurgicale. Il s'endort dans mes bras, il se réveille dans mes bras et il est heureux et il est en train de se guérir. Je suis là à donner des soins. Je vérifie son urine, je vérifie sa température. Et il sort de son lit, il sort de l'hôpital plus rapidement. Donc, tout le monde est gagnant. Merci. Et maintenant, nos prochaines conférencières sont Maureen Gans, directrice de pratique interprofessionnelle et amélioration de la qualité, et Sandra Mastroeni représente les patients au conseil du Southwest Toronto Family Health Team. Maureen dirige le personnel, les programmes et les activités d'amélioration de la qualité à Southeast Family, et Sonia, dans sa vie professionnelle, est copropriétaire et co-PDG de Aiden's Gluten Free Inc. C'est une entreprise qui
fabriquent des produits naturels qui n'ont pas de gluten, pas de soya, pas d'œufs, et ainsi de suite. Alors, accueillons Maureen et Sonia. Bon, j'aimerais savoir combien de personnes ici dans la salle représentent les soins primaires. Quelques-uns, très bien. Combien sont des membres de ces conseils consultatifs patients-familles? Quelques-uns seulement. Bon, les soins primaires, c'est pas la même chose que l'hôpital. Nous avons une équipe assez importante, mais nous sommes plus petits qu'un hôpital. Alors, la création d'un conseil consultatif chez nous ne ressemble pas à ce qui se passe dans les hôpitaux. Sonia va vous parler un petit peu de notre cheminement et je voulais aussi commencer en disant que notre équipe des soins prodigués à la famille s'engage à écouter les patients. Le médecin principal qui fait partie de l'équipe a travaillé à la création de notre conseil consultatif et s'engage fermement à interpeller les patients, même si nos patients n'ont pas le même cheminement que les patients à l'hôpital. J'ai remarqué que beaucoup de conseillers qui travaillent sur des conseils hospitaliers sont là en raison d'un événement qui les a encouragés à améliorer le système. Mais chez nous, on ne traite pas souvent avec des patients qui vivent des moments de grande détresse. Donc, les motivations et le rôle de notre conseil est un peu différent. Alors, moi, j'ai été parmi les 5 premiers membres du conseil au tout début. C'était très informel comme processus au niveau de la sélection. On a fait un sondage auprès des patients fait par l'équipe des soins. Et à la fin du sondage, on demandait si ça vous intéresse, donnez-nous votre courriel. Et nous étions 5 à répondre. Et nous nous sommes rencontrés en tant que groupe pour donner notre rétroaction à l'équipe. Et ça a beaucoup aidé l'équipe à choisir son orientation stratégique. Et selon notre rétroaction, ils ont pu mieux orienter le groupe. Depuis 2013, nous avons augmenté le nombre de membres du conseil consultatif grâce à un groupe de discussion qui nous a permis de recruter d'autres membres et de formaliser davantage le processus. Maintenant, on peut interviewer des gens et choisir des gens qui représentent bien différents groupes. Et ce que nous avons constaté depuis quelques années, c'est que les gens qui s'intéressent au conseil, ce sont des gens qui sont des professionnels, qui réussissent bien dans la vie, qui sont bien instruits et qui veulent maintenant redonner à leur collectivité et faire une différence en siégeant à l'équipe des soins de santé. Ce sont des gens qui ont des antécédents intéressants ou une expérience professionnelle qui peut améliorer l'équipe et ajouter de la valeur à l'équipe. Un de nos problèmes en tant que conseil consultatif, c'est de bien représenter la population des patients. Ça a été très difficile pour nous et j'imagine que c'est la même chose pour beaucoup d'autres organismes. C'est difficile et ce pour quelques raisons, plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que nous ne connaissons pas très bien le profil de nos patients parce que, en tant qu'équipe de soins donnés à la famille, nous n'avons pas beaucoup de données sur les antécédents de nos patients. Le ministère ne nous a pas demandé de faire la collecte de ces données-là. Donc, je pourrais vous donner l'âge de nos patients, la ventilation par sexe, mais c'est tout. Je ne sais pas combien de nos patients ont des problèmes de logement ou de revenus. Je sais qu'il y en a combien ont des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Mais on ne connaît pas très bien nos patients. Les patients qui se présentent et qui veulent s'engager dans ce processus viennent
très souvent à nous parce qu'ils ont connu une crise médicale ou parce qu'ils ont eu une très belle expérience ou une très mauvaise expérience à l'hôpital et ils veulent maintenant aider à effectuer des changements. Dans notre équipe de santé familiale, bon nombre de nos patients ont accès à beaucoup de professionnels de la santé, mais ils ne veulent voir que leur médecin. Donc leur expérience est une expérience patient-médecin. Et ils ne cherchent pas à rendre leur expérience plus large et de travailler avec d'autres professionnels. Nos réunions se font le soir pour que les patients peuvent venir, mais nous n'assumons pas les frais de service de garde. Et nous ne pouvons pas répondre aux besoins des gens qui travaillent sur différents quarts de travail. On ne peut pas aider des gens qui ne maîtrisent pas très bien l'anglais. Tous les gens qu'on pourrait appeler marginalisés ne peuvent pas participer à notre groupe. Alors, ma plus grande préoccupation, c'est comment aller chercher de la rétroaction de ces gens qui, normalement, ne nous en donnent pas et qui, normalement, ne vont pas vouloir siéger à un conseil consultatif. Donc, c'est un problème pour nous et actuellement, nous cherchons un ou deux nouveaux membres. Et à la dernière réunion, j'ai dit au groupe, j'ai l'impression que je dois m'asseoir dans la salle d'attente pour parler aux patients. Et tout le monde a dit, oui, c'est ça qu'il faut faire. Je ne sais pas si c'est faisable et il y aura bien sûr des gens qui ne voudront pas me parler dans la salle d'attente, mais j'ai l'intention de le faire. J'ai l'intention de passer une demi-journée par mois dans chaque clinique à parler aux patients pour comprendre ce qui se passe chez eux et ce qui est important pour eux. Parce que les sondages auprès des patients vous donnent une idée pas très pointue de ce que veulent les patients. Il faut leur parler. J'espère que certains autres membres du conseil vont le faire avec moi. Et le projet participe à beaucoup, le conseil plutôt, participe à beaucoup de projets. Sonia pourra les décrire. Mais là, on va créer un patient un patient fictif qui va passer à travers le système et qui prendra des notes. Tout le monde se connaît, donc on ne peut pas attacher un membre du personnel à ce patient mystère. Mais j'adore l'idée d'avoir un groupe de patients qui peuvent nous consacrer un petit peu de temps sans vouloir faire partie officiellement du conseil. Nous avons de super usagers du système. Il y en a peut-être quelques-uns qui pourraient nous aider au conseil. Donc, il y a plusieurs façons que nous utilisons pour interpeller un plus grand éventail de patients. Mais ça reste un problème d'avoir accès aux patients qui, normalement, ne voudraient pas participer à ce genre d'initiative. Moi, de mon point de vue, siégeant un conseil consultatif dans ce genre de milieu, eh bien, moi, je voulais donner de la rétroaction. J'ai parlé à d'autres membres de notre groupe et c'est ça qui les intéresse. Ils se sentaient vraiment honorés d'être identifiés, et surtout s'ils ont eu des expériences positives. Mais ceux qui ont eu de mauvaises expériences veulent aussi se faire entendre. Et nous, de notre point de vue, notre équipe, j'ai vu que notre équipe a évolué aussi. Nous avons commencé avec un petit groupe, c'était pas très rigoureux, mais maintenant c'est plus grand, c'est plus rigoureux comme structure. Et maintenant, ça va nous permettre d'aller interpeller plus de patients puisque notre groupe est davantage capable d'instituer des changements au niveau dans notre milieu. Donc, au fur et à mesure que les gens voient que le groupe évolue et s'intéresse à davantage de projets, les patients, plus de patients vont se présenter pour se joindre à l'équipe.
Un problème pour nous, entre autres, c'était de susciter de l'intérêt pour des patients. C'est pas très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas ces efforts d'amélioration de la qualité. Et j'aimerais que quelqu'un siège à notre comité qui se penche sur la qualité et qui s'intéresse à l'amélioration de la qualité. Mais c'est difficile de trouver des gens. Mais notre groupe consultatif a aidé à refaire quelques-uns de nos dépliants. Sonia a parlé à plusieurs conseils. Elle sera AFTA dans quelques semaines. Donc, ils ont travaillé sur de petits projets, mais essayer de les impliquer dans des initiatives plus importantes, eh bien, c'est un travail qui se poursuit. Merci beaucoup. Bon, alors là, il y avait beaucoup de matière à réflexion, beaucoup de bonnes idées. Et maintenant, c'est à vous de vous exprimer. Avez-vous des questions à poser à nos conférencières? Il y a des micros, s'il vous plaît. Présentez-vous au micro et indiquez à quelle conférencière vous vous adressez. Bonjour, moi j'ai une question pour toutes les panélistes. J'aimerais savoir s'il y en a qui donnent des honoraires aux patients qui siègent au conseil consultatif. Le personnel est payé et rémunéré pour sa présence. Alors, je me demandais s'il y a une rémunération pour les patients. Je suis de l'Association de la santé mentale du Canada. Nous n'avons pas de conseil consultatif, mais nous sommes en train de mettre sur pied un conseil et nous sommes en train de songer à donner des honoraires, en plus de défrayer les coûts de stationnement et de garde d'enfants. Réponse, non, nous ne le faisons pas. J'ai entendu une femme qui représente les patients qui a dit qu'elle ne voulait pas être payée. La Fondation Change a publié un ensemble de lignes directrices qui aide à décider si, oui ou non, il faut rémunérer les membres du conseil. Mais dans notre cas, ce n'est pas le cas. Nous non plus à l'hôpital. Tous nos conseillers sont des bénévoles. Ils reçoivent leur stationnement est remboursé. Il y a des repas gratuits. Et lors de nos événements de reconnaissance annuels, nous décernons des prix à ces gens-là. Nous voulons que les conseillers bénévoles se sentent reconnus et valorisés. Du point de vue du patient, les gens siègent souvent au comité pour rendre quelque chose à l'établissement. Ils veulent aider la collectivité ou améliorer les soins de santé. Donc, il y a une motivation interne pour ces gens-là qui, normalement, se présentent au conseil. À un certain niveau, ils sont peut-être un peu plus altruistes ou ils veulent rendre quelque chose à la collectivité sans être rémunérés. Bon, alors moi, je ne suis pas d'accord. Je suis un peu en désaccord. Il y a deux façons de voir cela. Ça dépend de la taille du conseil. Si vous avez un petit conseil et il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est compréhensible. Mais s'il s'agit d'un établissement important. S'il s'agit de gens qui ont une formation, qui connaissent le point de vue des familles et qui siègent à des comités, qui font beaucoup de travail, il faut les voir comme des partenaires respectés de l'équipe. Est-ce que vous nous demandez d'être là en raison de notre expertise? Tous les autres sont rémunérés, mais pas nous. Oui, ces membres de la famille veulent donner leur opinion, mais il y en a qui ont beaucoup d'expertise, qui travaillent dans le domaine. Et si vous voulez créer un partenariat où tout le monde est respecté, il faut traiter cette personne-là comme on traite le médecin qui est à la table, comme on traite la personne en déontologie, parce que nous sommes tous censés être des membres de l'équipe
qui sont sur un pied d'égalité. Bon, merci pour ces renseignements excellents. Une question rapide. Disons que vous avez un conseil consultatif patient-famille. Est-ce que vous avez déjà pensé à créer 2 conseils consultatifs, un conseil consultatif pour les familles et l'autre pour les patients? Est-ce que ça vaut la peine? Moi, je viens d'un organisme communautaire et nous avons ce qu'on appelle le conseil des consommateurs. Et nous ne savons pas quoi faire. Est-ce qu'il faut 2 conseils ou un conseil? Et il y a des questions au niveau de la vie privée aussi. Quelles sont vos réflexions là-dessus? Oui. Ça dépend. Ça dépend du milieu. Dans les hôpitaux, on reçoit beaucoup de renseignements. Il y a des groupes consultatifs qui représentent les jeunes. Tout cela est très important. Et même si ils ne travaillent pas tous dans le même conseil, c'est bien de travailler ensemble. Dans le système de soins de santé, parfois positif, parfois pas positif. Ça n'a pas répondu à leurs besoins. Et dans certains cas, j'aimerais pouvoir les aiguiller vers un conseil consultatif de patients, mais souvent, il n'existe pas. Alors, j'aimerais reprendre ce que vous disiez, Maureen. J'aime bien votre idée de la salle d'attente. Avez-vous déjà pensé à contrôler ces gens à leur sortie de l'hôpital? Car souvent, ce que me disent les gens, c'est que ils n'ont pas obtenu lors de leur rendez-vous ce qu'ils espéraient obtenir. Et je pense que le système de santé est un système où on évalue peu l'expérience du consommateur afin d'influer sur la situation. Je suis d'accord avec vous, on l'évalue mal. On dépend beaucoup de questionnaires, ce qui est compréhensible car ils sont faciles et peu coûteux. Et on obtient une vaste gamme de réponses. Or, ils ont des limites. Ils vous donnent un point de départ pour des groupes de discussion ou pour des entretiens individuels. J'ai pensé à les contrôler à leur sortie. On me dit que ce serait irritant parce que généralement, les gens ont un rendez-vous ailleurs. Or, on me dit aussi que les temps d'attente de notre clinique sont très bons et que les gens ne sont généralement pas en retard pour le rendez-vous. Donc, c'est une chose à envisager.
leur parler pendant qu'ils attendent leur rendez-vous, c'est peut-être préférable que leur parler à la sortie quand ils n'ont plus de temps, mais c'est quand même une idée que je prendrai en délibéré. Bonjour. Je travaille dans des conseils familiaux en soins de longue durée. Depuis 2010, je participe à ce conseil. J'ai commencé dans la région Champlain, dans un établissement particulier, et ensuite, j'ai commencé à travailler au niveau régional, et à présent, je travaille au niveau provincial. Donc, j'apprécie beaucoup votre contribution de ce matin, car ça m'a fait réaliser que les conseils de la famille ou les conseils de patients et de leur famille, ou conseils de résidents, ce sont tous des équivalents. On travaille tous ensemble avec la direction d'une organisation ou l'autre pour améliorer la qualité des soins pour les gens. Un des grands défis des conseils de notre région concerne le recrutement des proches. Je croyais que c'était parce que les gens qui arrivent en soins de longue durée sont généralement épuisés, enfin les membres de la famille, et leurs proches sont très très malades. Et ils ne restent plus aussi longtemps qu'auparavant. Mais certains d'entre vous êtes devant des gens qui sont à l'hôpital pour un traitement aigu. Est-ce que vous avez des conseils pour nous ou des secrets, à savoir comment recruter des membres de la famille ou des conseillers en général? Le recrutement dépend beaucoup des particularités de votre collectivité. Même nous, à l'hôpital, on l'a fait différemment selon qu'il s'agissait d'un conseil pour le programme ou pour l'organisation. Mais on a beaucoup réussi. On a plus de 50 demandes pour chacun des conseils. Et on s'est servi de ces patients ressources dans diverses instances. Nous, on a envoyé un publipostage à tous les gens qui avaient été en contact avec notre centre de cancérologie. On peut se servir des médias sociaux aussi, ça c'est très utile. Pour une petite collectivité, évidemment, on a d'excellentes relations avec les médias traditionnels. Donc beaucoup de nos efforts sont passés par les médias locaux. Plus de 90% des demandes au niveau organisationnel sont passées par un petit journal appelé Sioux Today. Vous adressez directement aux prestataires? Parfois, ils sont aiguillés par des prestataires. Donc, il y a différents moyens de recruter des patients. Vous devez trouver la formule qui marche le mieux pour vous. Je pense que vous devez insister sur la valorisation. Parce que les gens vont se dire... Bon, c'est quoi l'idée? Je ne vais pas encore rentrer dans un questionnaire parce que j'en remplis sans arrêt. On ne tient pas compte de ce que je dis. Donc, il est important d'insister sur la valorisation de leur contribution. On cherche votre expertise. On a besoin de vous pour améliorer les soins. Et si vous arrivez à communiquer ce message, c'est une étape importante. Oui, et le maintenir à l'avant-plan dans votre bulletin. Quelles que soient vos méthodes de communication, il est important d'en parler constamment. Par exemple, si vous distribuez un bulletin, les gens vous demanderont peut-être comment participer à ce conseil. J'aimerais parler justement de la différence entre un conseil de résidents, conseil de patients, famille. En Ontario, la loi exige qu'il existe des conseils de résidents, alors que la loi n'exige pas de conseils de patients et de famille. Donc, les résidents n'étaient pas entendus dans certains conseils, car les familles prenaient toute la place. C'est pour ça qu'on a exigé
qu'il fasse partie des conseils. On a le temps d'entendre 2 autres questions. Hi, excellent session. Thank you very much. Bon, alors ma question est un peu plus vaste. Cindy, vous en avez peut-être un peu parlé dans le détail. Je me demandais si vous aviez des conseils sur le contenu de l'orientation. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous avez parlé du soutien auprès des patients ressources afin qu'ils apprennent comment raconter leur histoire, la narration, même l'animation. Par ailleurs, du point de vue du personnel, je me demandais ce qu'on doit envisager aussi. Bon, ce sont d'excellentes questions. Donc, rappelez-vous, si vous êtes patient ressources, que vous voulez siéger sur un conseil, jusqu'à présent, ça fait 22 ans que je vis ce périple avec mon fils. Je ne suis pas une patiente ressource typique, mais si j'étais une patiente ressource typique, voilà ce que serait mon récit, mon cheminement avec lui. Donc, souvent, on demande aux patients aux ressources des questions particulières. La difficulté est associée au fait que vous n'avez pas un patient ressource particulièrement instruit. Vous avez des questionnaires de satisfaction du patient. Vous savez, c'est différent de dire est-ce que l'infirmière était gentille ou saviez-vous que vous pouviez aller dans la salle d'intervention, être présent, par exemple, pour des manœuvres de réanimation. Donc, il est d'abord question d'instruire ces patients, leur expliquer voici à quoi ressemble la participation du patient, car ils ne voient les choses que sous leur angle restreint. Il faut leur expliquer quelle est l'évolution envisagée. C'est une chose qui leur échappe pour le moment. Donc, le composant éducation, l'explication des moyens par lesquels tout cela évolue dans chaque coin de l'hôpital, car, bon, j'ai eu toutes sortes d'expériences en chirurgie. Il ne s'agit pas simplement de parler de chirurgie, mais aussi des services d'urgence, de cliniques et de tous les éléments de l'hôpital. Et il est tout aussi important aussi de renseigner les médecins, qu'ils comprennent qu'on veut faire participer le patient. Il y a beaucoup de prestataires et de médecins qui ne comprennent pas véritablement ce que sont les soins centrés sur le patient et sa famille. Donc, ils vont écouter le patient, vont dire, bon, c'est très bien, mais ils vont passer à un autre appel. Donc, vous devez avoir l'adhésion des 2 côtés. Et ils doivent comprendre quel est l'avenir de la médecine. Pas simplement le cas actuel, améliorer la qualité des repas et changer la peinture. Non, il s'agit de leur expliquer ce qu'on envisage du point de vue des politiques et programmes. On a siégé à des comités sur la sécurité des patients. Il y avait d'énormes problèmes avec la sécurité. On a demandé aux parents de participer. Est-ce qu'ils sont au courant qu'ils peuvent participer à ces questions de sécurité? L'hygiène des mains. C'est très important de s'assurer que vos visiteurs lavent leurs mains. Donc, si les patients sont renseignés, ils comprennent que c'est plutôt les prestataires qui transmettent les infections, c'est pas forcément les familles. La majorité des gens ne savent pas que ce sont les prestataires qui transmettent ces infections nosocomiales. Donc, il est important pour le patient d'être bien instruit pour que vous obteniez son expertise en retour. L'orientation est une chose qui est permanente en quelque sorte. Oui, l'éducation et l'orientation est un composant permanent. Ce qu'on recommande, c'est d'orienter les nouveaux patients ressources et orienter le personnel, tout le nouveau personnel, pas seulement les prestataires de soins, mais par ailleurs, dans un hôpital, on peut passer au personnel de l'entretien, quiconque interagit avec le patient, car chacun a un impact sur l'expérience et le cheminement du patient. Donc, tout le monde doit être au diapason. La communication, il faut de bons outils de communication. Ça peut être intimidant pour un membre de la famille ou un patient d'interagir, mais ça peut être aussi un peu curieux pour un membre du personnel d'être devant un patient. On se demande, est-ce qu'on devrait avoir une petite réunion symbolique et ensuite avoir la vraie réunion entre nous? Donc, il faut aussi donc sensibiliser le personnel. Les compétences de communication, donc, mais aussi la narration et aussi les compétences de narration du personnel, car eux, ils ont aussi leur histoire à raconter. Ma perspective est différente de celle du membre du personnel. Et il faut pouvoir réunir ces récits. C'est de là qu'on en tire le plus de valeur. Merci. Une dernière question. Moi, je suis contente de m'être levée si tôt. Merci de votre exposé.
J'ai une question très, très pointue. Surtout pour le côté droit de la table. Est-ce que votre conseil consultatif des patients examine les plaintes sur une base détaillée? Et lorsque vous avez formé vos patients et proches ressources, avez-vous examiné les plaintes que vous aviez reçues afin de former ces patients ressources? Donc, une question en 2 volets. Donc, au sein du programme de cancérologie, pendant la réunion mensuelle, nous examinons les plaintes et suggestions ou commentaires qui sont acheminés vers l'hôpital. Et un des patients ressources est responsable de cela. Elle les examine à l'avance. On permet aussi aux patients de laisser leur numéro de téléphone s'ils veulent un suivi. Et toute solution est affichée sur notre babillard aussi. Donc ça a été très impressionnant pour le programme. Je me demande si on ne pourrait pas faire pareil au niveau organisationnel grâce au service de relations avec les patients. Bon, comme je disais, on en est à nos balbutiements. Ça ne fait qu'1 an qu'on a un conseil consultatif au niveau organisationnel, mais on a accepté des demandes. On avait une question générale, à savoir comment est-ce que vous amélioreriez l'hôpital si vous pouviez. C'est une chose à laquelle on va revenir, car d'excellentes suggestions ont été fournies. Une liste de 40 recommandations qui, à mon avis, pourraient être mises en œuvre, car ça peut être très satisfaisant pour les patients. Ce sont des gains rapides, des choses qui ne sont pas forcément envisagées d'emblée par l'organisation, mais qui sont importantes pour les patients. Si vous me permettez de renchérir, je pense que la question que vous posez vise comment les hôpitaux réagissent-ils ou comment les soins primaires réagissent-ils. Au niveau systémique, bon, on n'est pas les prestataires directs. Alors permettez-moi de dire quelque chose d'abord. Pour communiquer avec la haute direction et le conseil d'administration efficacement, il faut inviter aux patients lors des réunions. Il ne s'agit pas forcément de dire « voici ma plainte, voici à quel point ça a été épouvantable ». Il s'agit d'aider la haute direction et le conseil d'administration à comprendre quels sont ces enjeux. Action Cancer Ontario le fait, entre autres. Et à l'heure actuelle, nous avons des patients ressources et proches ressources au niveau de la haute direction du Conseil, du partenariat canadien contre le cancer également. Donc, il s'agit de comprendre ce qu'est cette expérience pour le patient et sa famille. Donc, il ne s'agit pas forcément de se centrer sur la plainte, mais plutôt de s'assurer que le récit, l'impact du récit soit bien compris.